Quand on est ambitieux, on peut se surprendre à ce qu'on dépasse son ambition. Mais encore faut-il au départ créer un mouvement. Voilà, créer un mouvement fort, avoir une ambition forte. J'avais envie d'y arriver. J'ai envie d'arriver et d'arriver loin. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis un ancien banquier M&A de Lazard et le cofondateur de Training You, la première plateforme de préparation aux entretiens en finance et en conseil. Je vous souhaite la bienvenue dans le Career Insight, le podcast lancé par Training You pour mettre en avant des personnalités inspirantes qui évoluent dans ces secteurs. Si vous cherchez un stage ou CDI en finance ou en conseil, ou si vous êtes simplement curieux de découvrir ces métiers si particuliers, alors le Career Insight est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Nous avons le plaisir de recevoir David Salaby, qui est le fondateur de Cambon Partners. Bonjour Monsieur Salaby. Bonjour, enchanté de partager ce moment avec vous. Si cela vous convient, je vous propose de couvrir 3 thématiques dans cet entretien. D'abord, votre parcours avant la création de Cambon Partners. Ensuite, la création et le développement de Cambon Partners. Et enfin, les tendances du secteur M&A. Parfait, ça marche. Commençons avec la première partie. Pouvez-vous revenir sur votre parcours? Alors, mon parcours académique, moi j'ai eu un bac C à l'époque, bon, aujourd'hui ça n'existe plus trop. J'ai fait l'université Dauphine, Paris-Dauphine, où j'ai commencé par des mathématiques appliquées, jusqu'à la licence, puis ensuite la MSCCF, qui est la maîtrise des sciences et techniques comptables et financières, donc la voie royale vers l'expertise comptable, donc plutôt compta que finance au départ. Et puis ensuite, je suis allé vers l'audit, que j'ai pris comme un complément de formation en fait. C'est comme une école complémentaire pour encore apprendre sur le terrain. Audit pendant 3 ans au sein du groupe Deloitte. Et quand je dis audit, c'est audit commissariat aux comptes. Voilà. En parallèle, ça m'a permis de valider mon diplôme d'expertise comptable, puisqu'il faut de la pratique au sein de cabinet. Et j'ai bifurqué vers la finance après Deloitte, donc en 97. Je devais avoir 3-4 ans d'expérience en audit, où j'ai bifurqué vers la finance au sein de la banque d'affaires Argile et Associés, qui est la banque d'affaires qui appartenait au groupe Lagardère, qui avait été fondée et qui appartenait au groupe Lagardère, donc sur des deals très classiques, très académiques, sur de la grosse industrie française. Puis ensuite de la tech, notamment au sein du groupe Matra, comme client, comme l'un des gros clients de cette banque. Après Argile et à la grosse époque de la bulle Internet, j'ai pris un job assez jeune, à 28 ans, de responsable des fusions-acquisitions au sein de MGT, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui une boutique M&A, mais qui faisait que de la levée de fonds à l'époque. Et moi, j'ai apporté la dimension fusion-acquisition, M&A, à côté du département levée de fonds. En pleine folie de la bulle, et à un âge où on offrait sa chance aux jeunes, aux très jeunes à l'époque, parce que prendre la responsabilité d'un département, je devais avoir 28 ou 29 ans, et pour situer un peu l'époque, à l'époque de cette bulle, lorsque je démarre ce département donc M&A dédié à ce qu'on appelait les startups Internet à l'époque, je fais une conférence de presse. Donc vous imaginez l'événement. Donc je fais une conférence de presse avec une salle comble, avec des médias comme Le Figaro, Le Monde, Les Échos, enfin des trucs très sérieux qui prennent cette création de département comme un événement dans la finance parisienne. Donc enfin une banque d'affaires dédiée aux valeurs Internet. Et donc ça a été mon challenge assez jeune en tant que salarié, donc on pourrait presque dire intrapreneur, parce que on m'a offert cette chance de prendre un département et de le développer from scratch, de A à Z. Et ce que j'ai fait donc chez MGT pendant cette époque de bulle, puis de dégonflement de la bulle après. Donc j'y suis resté de 2000 à 2003, et ensuite fin 2003, novembre 2003 exactement, je crée Cambon. Je crée Cambon sur les cendres de la bulle Internet d'ailleurs, période de crise, période où il n'y avait pas beaucoup de deals, période où 90% de l'entourage
consulter me décourageaient de créer et quelques-uns seulement m'encourageaient. Et puis finalement, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai lancé ça en novembre 2003 tout seul. Alors, on va y revenir un peu plus tard, mais revenons à la genèse de votre parcours. Comment avez-vous découvert l'univers de la corporate finance et qu'est-ce qui vous a séduit au départ dans cet univers? Corporate finance, alors c'est difficile de dater, mais je pense que ça m'a toujours intéressé dès le stade étudiant en fait. Comprendre l'entreprise, comprendre les ressorts de la croissance, comprendre ce que peut valoir une entreprise. J'y ai accordé tout de suite plus d'intérêt que les autres matières en tant qu'étudiant. Après, en ayant fait le parcours que j'ai fait à Dauphine, les bases que j'avais étaient surtout pondérées compta, plus que finance. Et donc, c'était une facilité pour moi d'aller d'abord travailler en compta avant d'aller en finance. Mais je pense que la corporate finance, je l'ai aimée dès le stade étudiant, certainement par des profs inspirants et une matière qui permet de prendre plus de hauteur que de la compta. Mais la compta était nécessaire pour avoir l'assise, en fait, pour comprendre. C'est le langage, en fait. Il y a déjà la matière première, le langage, et ensuite l'analyse. Donc, j'étais content d'avoir cette bonne assise. Et dès que j'ai pu bouger professionnellement vers le corporate finance, j'y suis allé, mais le goût vient de une curiosité, j'ai toujours lu la presse économique, lu la presse boursière aussi, investi en bourse assez tôt, constitué un portefeuille pour ludique au départ, ludique, puis ensuite grosse vague d'IPO, je me souviens à l'époque fin des années 90, donc ce qui pousse à s'intéresser assez rapidement au ressort de la valorisation. À mes débuts aussi chez Deloitte, j'ai beaucoup travaillé sur l'audit des OPCVM, donc l'audit des fonds, en fait, et au sein des fonds, il y a des valeurs. Et en tant qu'auditeur d'OPCVM, on se pose la question de savoir si ces valeurs sont à la bonne valeur comptable, en fait, nécessiteraient d'être provisionnées ou pas. Et donc, on s'interroge sur chacune de ces valeurs, et puis on suit la stratégie du gérant qui a constitué ces portefeuilles. Et donc, je pense que ça a aussi compté assez tôt, en fait. Donc étudiant, puis ensuite, les toutes premières expériences d'audit comment dirais-je, créé ce goût corporate finance. Alors, vous le rappelez, vous avez commencé votre carrière en audit avant de transitionner vers le M&A, d'abord chez Argile, puis au sein de la boutique MGT. Pourquoi cette transition? Comment s'est-elle déroulée? Et en quoi vos deux premières expériences en M&A vous ont-elles aidé ensuite à créer Cambon? Alors l'audit, déjà, en premier lieu, comme je vous l'ai dit, en complément de formation, c'est une très belle école, l'audit, pour apprendre à travailler, tout simplement. Donc apprendre à travailler, c'est-à-dire apprendre à travailler en temps limité, apprendre à respecter des deadlines, apprendre à parler à des clients. Je trouve qu'aujourd'hui, l'audit est un peu dégradé par les jeunes, vu de façon dégradée. Mais les bons côtés de l'audit, c'est vraiment ça, c'est vraiment les premières relations avec un client, les premières mes relations avec un bon niveau de client. C'est-à-dire qu'on parle à des directeurs financiers, on parle à des directeurs généraux, on leur demande de l'information. Donc faut être assez habile, savoir se faire entendre, et puis savoir écrire, savoir faire un rapport, savoir respecter une deadline, parce que nécessairement, quand on a fini une mission, on en enchaîne une le lundi d'après. Et donc, il faut savoir travailler en temps limité, travailler aussi en équipe, que ce soit à Paris ou en déplacement, donc savoir vivre avec les autres. Donc, c'est une super école. Donc, déjà, l'audit, ça a été... alors, je ne l'ai pas fait nécessairement pour ça, mais j'ai découvert les bienfaits en pratiquant. Et puis ensuite, pourquoi j'ai bougé? Pour une question de valeur ajoutée. C'est-à-dire que l'audit est intéressant, épanouissant en tant que matière pour parfaire ses connaissances en comptabilité. Après, en termes de valeur ajoutée apportée, on est loin du conseil. Voilà, on est loin du conseil, on est loin de... Je me sentais trop loin de construire quelque chose, d'apporter suffisamment aux clients. On est dans le contrôle simplement, on n'est pas dans l'apport de conseil. Donc dès que j'ai pu, une fois que je me suis senti à l'aise, confiant, une fois que j'avais les bases pour bien bosser, j'ai saisi la première opportunité
d'aller en finance. Donc première expérience chez Argile. Alors pourquoi très sincèrement, quand on fait de l'audit, il n'y a pas beaucoup d'opportunités de passer en banque d'affaires. Donc j'ai saisi l'une des premières et il se trouve qu'elle était plutôt bonne. Donc très bien. Là pour le coup, ça a été une très bonne école, banque très traditionnelle, très pondérée, très marquée par une direction d'énarque. Et donc là, c'est l'écrit. En fait, j'ai beaucoup appris sur le savoir écrire, savoir utiliser les bons mots, savoir peser ses mots. On est loin de la finance, mais dans la banque d'affaires et dans la vente, il y a de l'écrit. Il y a de l'écrit, savoir rédiger un email, savoir résumer une situation. Tout ça, c'est très important. Ça, je l'ai beaucoup appris dans cette banque. De même que un haut niveau de technicité. La première mission sur laquelle je suis tombé, c'est la fusion Matra aérospatiale, donc un deal à plusieurs milliards, avec une technicité, avec des risques de change en dollars, avec des marchés cycliques, avec voilà, tout ce qu'on peut imaginer comme complexité en évaluation d'entreprise. Donc là, j'ai pris la technique et le savoir écrire, savoir parler. Puis ensuite, MGT, ça c'est la bulle Internet, c'est-à-dire que quand on a moins de 30 ans en 2000, tout le monde parle d'Internet. Tout le monde parle d'Internet et dès qu'on est dans autre chose que de l'Internet, on se sent ringard. Et alors ça, les plus jeunes aujourd'hui s'en rendent pas compte, mais c'est fou comme ça a été marquant et que tout le monde voulait être entrepreneur, tout le monde voulait se diriger vers ce nouveau Eldorado en fait, où on imaginait plein de choses. On imaginait que tout allait devenir digital, qu'il y aurait plus de magasins dans les rues, c'était vraiment incroyable. Donc ça a été irrésistible pour moi d'aller vers cette expérience. Et il y avait une deuxième raison. C'était le plus d'autonomie et d'indépendance possible. C'est-à-dire que je pense qu'il y a certaines personnalités qui sont bien avec les structures assez hiérarchisées, assez lourdes, parce que ça apporte du confort en termes de cadrage, d'évaluation, de grille. Moi, c'est l'inverse. Je suis bien quand j'ai de l'espace, quand j'ai un niveau hiérarchie très légitime, quand je peux prendre le lead assez souvent, et j'étais en recherche de ça. Donc ce qui a dicté mes choix aussi, c'est d'apprendre à se connaître. Et lorsque j'ai compris qu'il fallait que je sois de plus en plus indépendant et me diriger de plus en plus vers le plus haut niveau de l'entreprise dans laquelle j'étais, je suis allé du plus gros à progressivement de plus en plus petit jusqu'à créer ma propre structure. Donc ça aussi, c'est important de se connaître et de savoir dans quel environnement on a envie d'évoluer. Moi, j'ai pas peur de l'exposition et je la recherchais très jeune et très tôt. Alors, vous parlez d'entrepreneuriat. Passons à la deuxième partie de cet entretien, la création et le développement de Cambon Partners. Pourquoi et comment, surtout, est né au départ en 2003 ce qui était dénommé la financière Cambon? Ouais, financière Cambon au départ parce que 31 ans, création de banque d'affaires, il fallait que je me vieillisse un peu, j'avais pas de cheveux gris encore, donc financière Cambon, donc on avait l'impression que ça existait depuis très longtemps. D'ailleurs, dès mon premier rendez-vous, quand je me suis présenté, David Salabi, financière Cambon, tout le monde avait l'impression de connaître, en fait, et c'était assez marquant. Donc ça, c'était un choix, on va dire, malin, et qui correspondait aussi à une période où on sortait de la bulle Internet et on recherchait peut-être un peu de sérieux, d'austérité. On était sorti d'une période très fun, conceptuelle, avec des noms un peu drôles, un peu colorés. Là, moi, je ressentais qu'il fallait du sérieux et de l'austérité, et d'autant plus à 31 ans, au moment où j'ai créé. Donc la raison de financière Cambon au départ, sur le nom en tout cas, c'est ça. Et puis pourquoi j'ai créé, c'est que si je devais être vraiment sincère, et je vais l'être, c'est presque par défaut que je l'ai créé en fait. Au départ, le constat, c'est que c'est un métier dans lequel j'avais l'impression à l'époque, et toujours d'ailleurs, d'être tombé comme un poisson dans l'eau. Enfin, c'est intéressant ces révélations en fait. On se cherche un peu, on a différentes expériences. C'était pas du tout le cas lorsque je faisais l'audit avant. Et puis à partir du moment où je progresse en banque d'affaires, et de plus en plus et encore plus sur les sociétés de taille, on va dire taille humaine, là j'ai vraiment l'impression d'être dans mon élément, de maîtriser toutes tout ce qui est nécessaire pour donner le bon conseil, pour m'épanouir, pour exceller dans ce domaine-là.
Et donc la décision a été prise fin 2002, début 2003. Et là, la structure dans laquelle je suis, MGT, il faut se rappeler qu'on est en pleine période de crise dans la tech. Donc on est dans la tech et on est en énorme crise de dégonflement de la bulle Internet. Et là, autour de moi, la structure baisse un peu les bras. Moi, je suis responsable d'un département, mais je ne suis pas responsable de l'ensemble de l'entreprise. Mon département, il marche bien, il est rentable malgré cette crise. Donc j'ai toujours eu à cœur d'être rentable et de faire prospérer les équipes, tant bien que mal. C'est pas des années incroyables, mais ça allait. En revanche, les autres équipes, levée de fonds, et puis la direction avait un peu baissé les bras. Et donc je sentais que c'était plus un tremplin pour moi. Donc il m'avait donné ma chance et j'avais, je pense, fait mon devoir pendant 3 ans. Et j'ai prévenu mon équipe début 2003 qu'ils avaient 6 mois pour se recaser, que je partirais le dernier. Ce que j'ai fait, une fois que tout le monde a trouvé un boulot, tout le monde s'est recasé parce que j'avais pas les moyens de les reprendre pour démarrer, mais je voulais finir très proprement. J'ai créé parce que c'est la seule chose que je sais faire, et l'entreprise dans laquelle j'étais ne m'amenait plus rien, voire même n'était plus assez encourageante. Il y avait pas assez d'énergie ambiante à mon goût, et donc en me posant pas mal de questions et aussi avec certains bons conseils autour de moi, j'ai décidé de créer. Alors, 2003, c'était il y a un petit moment maintenant. 20 ans. Quelles sont les grandes étapes du développement de Financière Cambon, qui est devenu entre-temps Cambon Partners? Les grandes étapes, c'est... on peut le voir par plusieurs angles. On peut le voir déjà par l'angle des arrivées. On peut le voir aussi par l'angle des secteurs et des métiers qu'on a développés. Donc si on commence peut-être par les secteurs, parce qu'après les arrivées vont être logiquement expliquées par ça. Au départ, encore une fois, je démarre en période de crise, tout seul, où je viens avec un background où mon réseau constitué sur les 3 dernières années qui précédaient était dans le domaine de la tech. La tech, en 2003, il n'y a plus beaucoup de valeur Internet, plus beaucoup d'e-commerce, plus beaucoup de digital. L'un des seuls secteurs qui restait à peu près propice à des deals, c'était ce qu'on appelait les SS2I à l'époque, les ESN aujourd'hui, donc le service IT. Et donc j'ai pris ce secteur-là au départ, premier tremplin, et ça c'est 2003, 2007, vraiment que ça. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 2007, les autres secteurs ont commencé à revenir et à se redévelopper. Donc en premier lieu, le e-commerce. À partir de 2007, le e-commerce est revenu très fort, est devenu une deuxième très belle brique chez nous, sachant que le service IT, les SS2I sont restés évidemment depuis 20 ans un secteur phare. Tous les secteurs qu'on a engrangés sont restés tout le long, bien sûr. Donc au départ les ESN, puis à partir de 2007, le e-commerce, avec une très grosse vague en e-commerce, avec peut-être une bonne, vingtaine de deals parmi le top 50 français. Tout ce qui est éditeur de logiciels ensuite, agence digitale, e-service, avec notamment tout ce qui est travel agencies, online travel, tout ce qui est assurance en ligne, courtage en ligne. Et donc tout ça s'est constitué. Donc c'est une matrice sectorielle qui s'est constituée. Ensuite, on a la matrice métier. Donc on était M&A au départ, c'est-à-dire cession d'entreprise. Puis le LBO est arrivé. Donc typiquement première LBO, je crois que c'était 2007. Première LBO tech en France d'ailleurs. C'était le LBO sur une société de e-commerce dans le voyage qui est Easy Voyage. D'ailleurs. Qui était détenu et dirigé par Jean-Pierre Nadir, qui est désormais bien connu de tous les jeunes qui regardent la télé. Donc M&A au départ, LBO qui arrive, et c'est très intéressant parce que avant 2007, le LBO, les fonds d'investissement et la dette, et les prêteurs ne s'intéressent pas aux valeurs tech, pensent que ce sont des sociétés qui sont composées que d'actifs incorporels et donc pas finançables. Et c'est marrant, si on fait un forward 15 ans après, aujourd'hui ce sont
les valeurs les plus recherchées. Hein. Donc c'est intéressant comme le marché aussi nous a aidés. On était sans le savoir sur les secteurs qui sont désormais les plus recherchés. Et le troisième segment de marché qui est revenu, le troisième métier qui est revenu, c'est la levée de fonds. Donc la levée de fonds sur les sociétés tech. Hein. Donc ça c'est revenu à partir, je pense, de 2000. Pareil, 2007, 2008. Et puis, peu à peu, c'est devenu un département dédié chez nous. Donc ça, ce sont les métiers, la matrice métiers et secteurs. Si on doit revenir sur les grandes arrivées, c'est ça aussi qui a marqué les étapes. Bon, au départ, j'étais tout seul. La première arrivée importante, c'est 2005, Michael Azinco. Michael Azinco qui est devenu associé assez rapidement, qui avait un très fort background en M&A au sein de Groupe Tech, donc Devoteam et Dassault Systèmes. Donc quand il est arrivé, c'était un grand renfort, parce que quand on passe de 1 à 2, c'est tout de suite une ossature bien plus importante. Voilà, on peut vraiment parler au pluriel largement. Puis ensuite, il y a Morgane Lenné qui est arrivé en 2010 et qui a apporté une culture très internationale, une très forte expertise e-commerce au moment où justement ce secteur revenait. Donc on rejoint aussi le développement de ce secteur-là. Lui ensuite a beaucoup développé l'axe de l'environnement du voyage, de l'industrie du voyage. Ensuite, on a les arrivées de Guillaume Teboul en 2013, qui est quelqu'un qu'on avait formé, qui est parti et qui est revenu, et qui a été un très bel apport, une très belle énergie à partir de 2013, je crois. J'ai oublié de dire qu'en 2010, à l'arrivée de Morgane, on a aussi ouvert le bureau de Londres, donc c'était une extension intéressante au niveau international et qui aujourd'hui perdure et qui est une très jolie équipe qui se développe très bien. Et puis ensuite, il y a un mouvement fort, c'était en 2017, où là, deux choses. Arrivée d'un associé majeur, c'est la première fois qu'on fait venir un associé aussi lourd, avec une carrière derrière aussi forte. C'est Laurent Azout, qui est un ancien Lazare et Messier, donc associé tech de ces grandes maisons très réputées, et qui nous choisit, alors qu'il était vraiment chassé par beaucoup de gens, qui nous choisit, avec lequel on est ravis de partager depuis 5 ans un gros développement. Lui nous a amené vers des deals plus large cap, un peu plus gros. Sa culture mélangée à la nôtre a été très intéressante. Et c'est le moment aussi, 2017, où on refait l'identité de Cambon. Donc financière Cambon, que vous avez cité tout à l'heure, correspondait plus au fait que on était très actif sur des deals cross-border, donc des deals très internationaux. Avec Financière Cambon, on présumait qu'on était très franco-français, ce qui n'était pas du tout le cas. La moitié de nos deals sont faits avec des contreparties internationales. Et donc là, on a senti que notre progression, plus le fait que ce facteur international nous a incité à changer toute l'identité en Cambon Partners, et tout ce qui va avec. On a refondu le site web, l'identité, tous les mots-clés. Voilà. Donc ça a été aussi un moment marquant. Et depuis 5 ans, donc voilà, ça c'était il y a 5 ans, et depuis 5 ans, il y a une très forte croissance tous les ans, avec le sentiment que le flux s'est inversé, c'est-à-dire qu'on a passé peut-être 15 ans, 12 à 15 ans à être plutôt en demande, à montrer au marché ce qu'on savait faire, à aller chercher les deals, à créer des situations. Et là, depuis 5 ans, c'est plus l'inverse, c'est-à-dire qu'on est assez demandé. Le marché a compris ce qu'on savait faire, le marché a observé, on a ce qu'on appelle un track record maintenant, et donc ce qui est très intéressant, c'est que désormais nos compétences sont connues, et on est dans le cercle des banques d'affaires qui sont assez recherchées sur nos domaines. Alors, je rebondis sur cette dynamique de croissance. Cambon Partners, aujourd'hui, c'est plus de 400 opérations, dont près de 50% sur les 5 dernières années, ce qui est assez significatif. Ouais. Selon vous, quelle est la recette de ce succès, de cette success story, et quelles sont aujourd'hui les grandes particularités de Cambon Partners par rapport aux autres banques d'affaires de la place parisienne ? Effectivement, beaucoup de deals. Nous, on est vraiment dans le, enfin, j'allais dire dans le volume. C'est peut-être pas le bon mot, parce que on fait vraiment du sur-mesure, mais je dirais qu'on a un taux de conversion de 100% ou quasi. C'est-à-dire que lorsqu'on prend un dossier, on le sort. L'une des clés, d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, l'une des clés de succès, c'est la
sélection, c'est la conviction. Conviction, c'est d'ailleurs des trois mots qui constituent notre raison d'être aujourd'hui. Conviction, dépassement, plaisir. Voilà, c'est ce qui définit la raison d'être de Cambon aujourd'hui. Dans conviction, il y a comprendre l'actif qui nous est proposé, le deal qui nous est proposé, la société qui est à vendre, et pouvoir exprimer une opinion fondée, sans faire rêver l'entrepreneur inutilement, sans lui raconter juste ce qu'il a envie d'entendre ou un discours trop commercial, dire la vérité. Tout simplement, dire la vérité et avec de fortes convictions. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, ça permet d'être sélectif. C'est-à-dire que lorsqu'on n'y croit pas, on le dit et on ne prend pas le dossier. Et du coup, nous, on ne recherche pas des mandats, on recherche des deals qui se convertissent. Et ça, je pense que ça a été essentiel parce que dans cet aspect sélection, ça nous permet de... Alors, la sélection vient aussi de nos spécialisations sectorielles, qui est l'une des clés de la réussite aussi. Évidemment, pour émettre des opinions fondées, il faut connaître le sous-jacent, connaître les secteurs et connaître les entreprises dont on parle. Donc ça, c'est évidemment, ça nous permet d'avoir les bonnes opinions, de nous tromper le moins possible. Et donc, ça nous permet d'être sélectif à l'entrée, donc dire la vérité et jouer donc les alignements d'intérêts. Lorsqu'on dit à quelqu'un qu'on pense que sa société vaut un certain prix et qu'on va essayer toujours de faire mieux, de se dépasser, d'où le dépassement, eh bien, on crée un alignement d'intérêts entre notre travail et les attentes du client. Donc ça, c'est extrêmement important. Et dans la sélection et la conviction, il y a aussi savoir parler de nos sujets. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a pris le dossier, il s'agit de le vendre. Il s'agit de le vendre à des investisseurs, à des acquéreurs. Et pour savoir bien vendre, il faut savoir parler des actifs. Moi, je vois trop autour de nous, je sais pas, il y a très bons banquiers d'affaires autour de nous, donc je suis pas du tout en train de dire qu'on est les meilleurs, et qu'avec nous, etc. Mais je vois parfois, et je suis étonné de voir à quel point certains ne savent pas exactement de quoi ils parlent. Et or, lorsqu'on a une entreprise à vendre, je pense que c'est essentiel d'être très investi et de comprendre parfaitement ce dont on parle. Et je pense qu'en étant sélectif au départ, en sachant exactement de quoi on parle, en ayant évidemment après le b.a.-ba, c'est-à-dire toute la bonne technicité et le savoir processer, savoir faire un deal, on accroît largement les chances de succès. Et donc, lorsqu'on cumule, je sais pas, 50, 60, 70 process par an, et qu'on les sort tous, quasiment, c'est ça les clés du succès. Donc c'est tout cet enchaînement entre le moment où on discute de l'opportunité, le moment où on l'exécute, et l'aboutissement. Donc c'est vraiment, je pense que ça c'est vraiment une des clés importantes. Quand vous avez créé cette boutique, vous étiez tout seul. Aujourd'hui, vous avez de nombreuses équipes autour de vous. En quoi votre quotidien a-t-il changé entre les débuts et maintenant ? Alors mon quotidien, ça peut être étonnant, n'a pas énormément changé. Moi, ce qui me passionne, c'est de faire des deals. Donc, et ça m'a toujours passionné. Donc, je ne suis pas passé de faire des deals à gérer une entreprise. J'ai appris à être entrepreneur, en fait. Je ne l'étais pas au départ. C'est ma première expérience entrepreneuriale. Donc, j'ai appris à l'être. Et dans cet aspect-là, j'ai appris à m'entourer. Donc, je me suis entouré d'une équipe support, donc DRH, directeur financier, directeur marketing, assistante et assistant d'ailleurs, il n'y a pas que des assistantes. Et donc ça me permet de me reposer sur la gestion de l'entreprise, sur une bonne équipe, ainsi que les associés que l'on réunit régulièrement en comité de direction pour prendre les décisions. Donc, ce qui permet de ne pas dépasser pour moi plus de, je dirais, 15% de mon temps, peut-être, quelque chose dans le genre, dans l'interne. Et donc, tout le reste est sur l'externe. La différence peut-être, c'est que l'externe, au tout début, quand on est seul ou à 2-3 personnes au départ, on est vraiment au four et moule, on fait tout. On fait tout, on rédige des slides, on fait des valos, on fait des Excel, on fait des modèles, on fait tout. Là, j'ai la chance d'avoir une bonne équipe, formée d'ailleurs, formée à ce que je faisais moi-même avant. Et donc, je m'appuie sur eux, mais je mets la main à la pâte, je redescends assez bas. C'est une super façon de
de s'approprier les sujets. Moi, j'adore écouter l'histoire des entrepreneurs qui nous confient leur société. Donc, je n'arrive pas qu'au moment où il faut la vendre. Je m'imprègne de l'histoire au moment où il faut produire la documentation avec les équipes. Alors, peut-être que c'est pas moi qui fais la slide phrase par phrase, mais donc voilà, c'est ce genre de choses qui changent. C'est l'appui sur une équipe, mais sinon, mon quotidien est toujours rempli par l'exécution de deal. Alors vous avez parlé de l'écoute des entrepreneurs, c'est important évidemment dans la phase d'origination. Selon vous, quelle est la recette d'un bon pitch ou d'une bonne approche commerciale pour obtenir un mandat? C'est de dire la vérité déjà, très important. C'est justement de ne pas avoir un discours trop commercial. C'est de donner sa réelle opinion, avec bien évidemment une zone, une fourchette de faisabilité. C'est pas une science exacte, hein, les fusions-acquisitions, le corporate finance, donc il faut être humble par rapport à ça. On peut faire mieux que ce qu'on dit, on peut faire un peu moins, mais on essaye de donner un discours de vérité plus ou moins. Plus ou moins. Il nous arrive très souvent, et on préfère que ce soit dans ce sens-là, de délivrer beaucoup mieux que ce qu'on a raconté. Mais on est plus à l'aise dans cette configuration-là qu'à l'inverse, en ayant vendu la lune pour avoir le mandat et délivrer quelque chose qui est bien inférieur aux attentes du client. Ça détériore la réputation. À l'inverse, faire toujours mieux que les attentes, ça c'est vraiment une religion chez nous. Servir, faire mieux, ne pas surévaluer au départ. Ça c'est extrêmement important parce que ça crée les alignements d'intérêt, c'est très sain. Donc ça c'est clé. Après, c'est la passion, c'est embarquer, c'est se passionner pour le sujet. Je pense qu'un entrepreneur, quand il vous confie son entreprise, il l'appelle son bébé, il vous confie son bébé. En fait, hein, il y a beaucoup d'émotions en fait. Hein, il y a beaucoup d'émotions dans le fait de transmettre un mandat. C'est pas anodin. On n'est pas un fournisseur standard. On arrive à un moment de la vie de l'entreprise et de l'entrepreneur qui est rempli d'émotions en fait. Hein. Et c'est très important que l'entrepreneur nous sente engagé. L'engagement, l'investissement, la passion, c'est essentiel pour exécuter au mieux, réaliser au plus juste la mission qui nous est confiée. Donc je pense que ça aussi c'est extrêmement important. Je dois oublier évidemment plein de choses, le sens du détail, le track record, etc. pour convaincre évidemment de nous confier le mandat. Mais je pense que dire la vérité et embarquer l'entrepreneur avec un certain engagement, lui donner l'assurance qu'on délivrera avec passion, je pense que c'est essentiel. Alors après plus de 25 ans en banque d'affaires, à votre avis, que recherche concrètement un client quand il fait appel à une banque d'affaires comme Common Partners? Il cherche à ce qu'on s'occupe bien de lui, c'est-à-dire qu'il cherche à être le premier client et pas le dernier de la pile, ça c'est certain. Il cherche un traitement sur mesure. La banque d'affaires, c'est un produit de luxe. C'est pas une démarche standard. Donc il vient chercher de l'attention, du soin, du sens du détail, de l'engagement, bien sûr, de l'expertise, de la technicité, et évidemment après de l'intermédiation, c'est-à-dire quelle porte on sait ouvrir, quel acquéreur on sait mobiliser rapidement. Il cherche aussi, je pense, de l'intelligence de situation, savoir vendre, savoir créer une situation favorable. Mais paradoxalement, on est aussi l'entrepreneur ne sait pas toujours à quoi s'attendre en fait, parce que assez régulièrement, il va confier son entreprise une fois à vendre. Alors, c'est vrai que quand un entrepreneur fait un deuxième LBO, un troisième LBO, on sent qu'il a d'autres demandes, d'autres attentes, et là, c'est intéressant, d'ailleurs, comme échange. Mais la première fois, en fait, il ne se rend pas bien compte de tout le service qui va être délivré, et donc c'est à nous en fait de lui expliquer tout ce qu'on va pouvoir lui fournir, et c'est beaucoup, je vous dis, c'est beaucoup d'engagement et de détails, et évidemment le B.A.B.A. c'est de pas se tromper techniquement, de savoir comprendre l'entreprise, de savoir la sublimer en fait, et de ne pas passer à côté d'une opportunité. Alors pour exécuter ces deals, il faut des équipes. J'en viens au recrutement qui est important
pour une boutique comme Comment Partners. Nous, on le voit chez Training You, Comment Partners attire de plus en plus d'étudiants ou de jeunes diplômés qui veulent faire des stages ou commencer leur carrière chez Comment Partners. Qu'est-ce que vous recherchez, vous, chez vos jeunes collaborateurs ? Alors, je suis très content déjà que les jeunes, et je le ressens, et ça me fait bien plaisir que les jeunes aient de plus en plus envie de travailler chez nous. Ça se ressent, et je pense que ça vient du bon bouche à oreille que nos anciens jeunes véhiculent sur le marché. On fait très attention au respect de ces jeunes. J'ai moi-même été marqué par mes passages en banque d'affaires précédemment, au début de carrière, au sein de structures plus importantes où le respect n'était pas toujours là, très sincèrement. Il y a encore beaucoup de maisons où on peut débarquer à 20h pour demander un pitch pour le lendemain 9h. Enfin, c'est des choses qui n'existent pas chez Cambon. Voilà, on n'est pas là pour travailler toutes les nuits inutilement. On peut savoir faire des rendez-vous sans support. On peut s'adapter à toute situation et protéger nos équipes. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc nos jeunes, je pense, véhiculent un bon bouche-oreille parce qu'on les respecte beaucoup et on les fait participer largement au vivre ensemble, donc à tous nos événements internes. On les fait participer aussi, on leur donne beaucoup d'expositions sur nos deals très tôt parce que c'est notre culture. Encore une fois, j'ai créé la banque d'affaires à 31 ans, donc Mickaël m'a rejoint, il avait moins de 30 ans quand il m'a rejoint en 2005. On a tous été habitués à très jeunes faire des choses qui sont supposées être faites par des gens plus âgés, et donc nos jeunes, on les expose assez vite, et donc ça suppose qu'ils soient assez talentueux, en l'occurrence. Et donc lorsque c'est le cas, ça fonctionne très bien chez nous. Donc qu'est-ce que je demande à nos jeunes? Qu'ils aient de la personnalité, qu'ils n'aient pas peur de s'exposer, voilà, qu'ils aient la passion de ce métier-là, qu'ils aient la curiosité, que les entrepreneurs les fascinent, les intéressent, qu'ils se posent beaucoup de questions, et puis après le sens du travail, voilà, sans abuser, sans nécessairement passer jour et nuit au boulot. Avoir envie de bosser. Voilà, c'est un métier où on peut pas ne pas répondre à un client parce qu'il est plus de 18h, etc. Donc il faut pouvoir avoir un minimum l'envie de s'engager. Quels seraient vos conseils pour décrocher un stage ou un CDI chez Comment Partners ? Postuler déjà, on en reçoit beaucoup et on est très ouvert à en recevoir encore plus. Je pense arriver vraiment au moment de fin d'études, voire même dernier stage, parce que, comme je le disais, nos stagiaires, alors la question ne portait pas nécessairement sur les stagiaires, c'était aussi peut-être sur les jeunes diplômés, mais alors si on traite déjà les stagiaires, on les expose comme des futurs analystes, hein, donc c'est pour ça qu'on aime bien qu'ils soient vraiment en fin d'études, ou voire même en ayant déjà fait des stages. Et en ce qui concerne les jeunes diplômés, je pense que c'est l'expérience précédente et la personnalité. On a toujours fait un compromis entre diplôme, base académique et personnalité. Je pense que un banquier d'affaires, c'est un tout, et une équipe de banquiers d'affaires, c'est un tout. Certains sont complets, ont toutes les caractéristiques pour être les meilleurs banquiers de la place. D'autres ont certains de ces points forts, pas tous. C'est pas grave. L'important, c'est d'en avoir des points forts. Voilà. D'en avoir des points forts, et à partir de là, on sait faire des équipes. On sait mélanger les points forts des uns et des autres de telle sorte à offrir le meilleur service qui soit et à mélanger les équipes. Mais ce qui est important, c'est qu'on ressente des points forts. Ça peut être technique, modeling, personnalité. Mais un minimum de personnalité, ça c'est certain. Voilà, il faut pas être lisse, effacé. Encore une fois, conviction, c'est un de nos mots-clés. Faut savoir s'exprimer, faut savoir émettre une opinion. Faut avoir envie de le faire. J'en viens à la troisième partie de cet entretien, l'actualité du secteur et des M&A. Quelles sont les principales tendances de la tech aujourd'hui ? Les principales tendances, c'est que la tech reste un secteur phare. Si on raisonne un peu macro, et si on raisonne peut-être private equity, qui est un des grands pans d'activité, c'est-à-dire tous les fonds d'investissement, les grands fonds d'investissement aujourd'hui s'interdisent beaucoup de secteurs. Ça, c'est une des grandes tendances. Il y a beaucoup de secteurs, entre guillemets, fatigués, ou pas ESG compatibles, ou etc. Aujourd'hui, la tech reste un secteur recherché.
phares, comme la santé, par exemple, comme l'éducation, donc comme les services financiers aussi, hein, qu'on traite chez nous. Donc la tech, de façon générale, reste un secteur recherché. Après, si on rentre un peu dans le détail, le tech LBO, donc boîte très rentable, ça marche très fort, et je pense que les valorisations ont très peu été affectées par la remontée des taux ou par la baisse des indices boursiers tech type Nasdaq. Le M&A également, je dirais. Ce qui a été touché, c'est plus la levée de fonds. Donc la levée de fonds de sociétés en hyper-croissance, souvent des sociétés SaaS par exemple, qui sont valorisées en multiples d'ARR, donc multiples de revenus récurrents, où là, on a quand même suivi la tendance Nasdaq. Les valeurs avaient atteint presque du no limit, hein, c'est-à-dire on est passé de 5, puis à 8, puis à 10 fois, puis à 15 fois l'ARR, pour s'apercevoir que on ne pouvait pas indéfiniment financer des pertes, et donc que l'ARR pouvait être bien valorisé à partir du moment où on avait un chemin vers la rentabilité. Donc l'une des choses qui a beaucoup changé, c'est qu'on demande aux sociétés tech en hypercroissance d'expliquer le chemin vers la rentabilité pour pouvoir retrouver des financements et obtenir une valorisation je dirais attractive. Cette valorisation est néanmoins inférieure au plus haut de premier semestre 2022. Donc le plus marquant, c'est peut-être ça. Néanmoins, les deals se font. Ce qui est marquant de façon générale, c'est qu'il n'y a pas de rupture. On a vécu dans le passé des moments où tout s'arrêtait, donc dégonflement de la bulle, Lehman Brothers 2008, où là tout s'arrête. Là, il y a eu un moment difficile mi-2022, enfin à partir de la rentrée septembre 22, des indices boursiers difficiles, une remontée des taux. Les marchés sont adaptés, pas de crack, pas de catastrophe, des deals qui se font, simplement un marché beaucoup plus sélectif. Voilà, plus sélectif qui va vers les secteurs de demain. Et après, si on doit parler des vagues technologiques, évidemment, la data, l'IA, et donc tout ça amène énormément de consulting IT, de transfo digital, etc., etc. Alors justement, l'IA, venons-en. Quelques métiers ont déjà été modifiés, bouleversés par l'émergence de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est le cas de la banque d'affaires et quelles sont les perspectives selon vous pour l'avenir de ce métier dans un monde où l'IA se développe? L'IA va jouer un rôle, oui, effectivement, dans tous les métiers et également dans le M&A. On prend les devants, nous on vient d'embaucher un responsable de digital, un CDO pour développer un gros projet basé sur l'IA et sur la donnée, de telle sorte à nous rendre meilleurs. Donc c'est comme ça qu'on voit l'IA aujourd'hui, c'est avoir davantage d'outils, automatiser beaucoup plus de tâches qu'avant. Donc l'IA fera partie intégrante de notre quotidien, je pense. À quel horizon, je ne le sais pas, mais progressivement. Typiquement des tâches comme sortir des listes d'acquéreurs, des listes d'investisseurs, entre les données internes nourries en permanence de nos expériences sur les deals, des pratiques de ces acquéreurs-là, plus nourries également de bases de données externes, tout ça mélangé pour créer de l'intelligence collective, va nous sortir les meilleures listes en fait. Et ça va être un travail très automatisé. Donc la partie intermédiation, identifier quels sont les acquéreurs, quels sont les investisseurs, va peu à peu, de plus en plus s'automatiser. La production d'informations, probablement aussi. La valorisation peut-être aussi. Mais ce qui sera irremplaçable, ce sont les soft skills, ce sont la vente, la sensibilité de situation, en fait, hein, comprendre une situation, définir l'étape d'après, comprendre comment réagir face à un cas, comprendre les attentes d'un vendeur, d'un acheteur, créer des situations de frustration, des situations de peur, des situations qui font agir pour gagner un deal, des situations d'enchère. Voilà, ça, je pense que ça va rendre meilleurs les banquiers d'affaires qui ont ce genre de compétences. Voilà. À l'inverse, la délégation à outrance à des juniors, comme certains le pratiquent, c'est pas le cas chez nous. Ça, c'est compliqué parce que la valeur ajoutée, justement, sur ces sensibilités, sur ces soft skills, est moindre.
évidemment. On va terminer ce podcast avec le quiz du Career Insight. Alors je rappelle les règles rapidement. Question courte de mon côté, réponse courte de votre côté si vous le pouvez. On va essayer. Première question, le lien que vous mettriez en avant entre votre passion, l'élevage des chevaux de course, et votre métier, banquier M&A. Le sens du détail, je pense. Le meilleur souvenir professionnel. Le premier deal. Session de Apogée Communication, filiale de Colt Télécom, qui m'a fait confiance alors que j'étais une société qu'en cours d'immatriculation, donc énorme groupe, backé par Fidelity Investment, donc énorme souvenir vendu à Devoteam. Et le responsable des acquisitions chez Devoteam était à l'époque Michael Azinco, qui est devenu mon associé. Le pire souvenir professionnel? J'ai pas de souvenirs précis, mais les pires souvenirs dans nos métiers, c'est le manque de reconnaissance parfois de certains clients. On met tellement d'engagement, tellement de dépassement dans ce qu'on fait, qu'à certains moments, lorsque le client ne le perçoit pas ou le reconnaît pas, ça arrive rarement, heureusement, mais ça peut beaucoup décevoir parce qu'on met vraiment beaucoup et sans limite. Le plus beau deal que vous avez réalisé? Ça, je vais le garder confidentiel parce que ça décevrait tous les autres et j'ai pas envie de décevoir. J'adore tous mes clients. J'en aime certainement mieux certains que d'autres, mais je vais pas en mettre un au-dessus des autres. On comprend parfaitement. Le deal le plus difficile que vous avez fait ou peut-être raté? Là, pareil, j'aurais du mal à répondre, mais les deals les plus difficiles, sont les deals où les chiffres bougent, en fait. Les chiffres bougent en cours de route. Voilà. Donc ça, c'est toujours difficile. Donc il y en a eu des situations où on part d'une feuille de route et entre-temps, on partait d'un certain niveau de chiffres et puis les chiffres dévissent et il faut quand même arriver à faire un deal ou travailler en temps très limité parce que la société perd de l'argent et qu'il faut la vendre de façon très rapide. Bon, voilà, ça, c'est des moments assez marquants, mais voilà. Le client qui vous a le plus impressionné? J'adore beaucoup. Les entrepreneurs sont impressionnants, tout sincèrement. Enfin, c'est vraiment une race à part, c'est exceptionnel. C'est ce qui fait la beauté de ce métier. Moi, ce qui m'anime tous les jours, c'est les rencontres. C'est la découverte, voilà. Donc, allez, si je devais citer une personne marquante, mais c'est peut-être objectif puisque c'est une société pour laquelle j'ai fait 4 deals et je pense que c'est le record. C'est le fondateur de Santiane qui s'appelle Christophe Courtin. Qui est un vrai bulldozer, voilà, un entrepreneur bulldozer qui a une énergie qui est incroyable, incomparable, et c'est une tranche de vie parce qu'on a fait un deal tous les 3 ans, je crois, en moyenne, à partir de 2010, donc ça a marqué pas mal l'histoire. Si vous pouviez faire une chose différemment dans l'histoire de Comment Partner, ce serait quoi? C'est pas trop mal passé, je crois. Non, pas trop d'idées, j'ai eu des belles rencontres. Il y a plein d'erreurs que j'ai évitées. Ça, je ne saurais pas mais des embauches que j'ai bien fait de ne pas faire, ce genre de choses. Mais non, ça s'est bien enchaîné, j'ai eu de la chance et je pense avoir pris plutôt de bonnes décisions. Aujourd'hui, quand on est banquier chez Comment Partner, c'est plus compliqué de vendre une société, faire du M&A, de réaliser un LBO ou une levée de fonds. Je pense que la levée de fonds reste la pratique qui comporte le plus d'aléas. Voilà. Nous, notre ennemi, c'est l'aléa. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, on sélectionne les sujets de telle sorte à ce que le taux de conversion soit de 100%. La levée de fonds porte, en général, sur une société qui n'est pas stabilisée encore, qui est en pleine croissance. Et donc, cette trajectoire de croissance, elle peut être plus ou moins élevée. Les chiffres peuvent pas mal bouger. L'environnement, l'environnement concurrentiel peut beaucoup bouger. Le marché du venture, de la levée de fonds peut aussi bouger. Donc il y a beaucoup d'éléments, de facteurs qui créent de l'aléa. Et donc c'est pour ça que je dirais que comparativement, même si on est aussi très sélectif sur ce segment-là, ça reste peut-être la discipline la plus difficile. L'anecdote que vous n'avez pas souvent partagée et dont vous aimeriez nous parler? Bon, l'anecdote qui peut être amusante puisque je m'adresse à des jeunes qui démarrent dans la vie, c'est parfois des choix de carrière qui peuvent être aux opposés et qui peuvent changer complètement toute la trajectoire et donc tout le soin nécessaire qu'il faut prendre et le temps qu'il faut prendre pour aller vers la meilleure décision. Moi, au moment où j'ai créé Cambon, en fait, j'avais 2 possibilités. Sortie d'MGT,
soit j'allais au ministère des Finances, au Trésor, voilà, pour faire du M&A. Ça me fascinait, c'était des gros deals, très entreprise publique, à l'époque où l'agence des participations de l'État s'est créée, donc où il y avait une notion de privé au sein du public. Ça m'intéressait, de servir aussi le public. Je suis allé jusqu'à avoir une proposition après 8 ou 10 entretiens. Et à côté de ça, j'avais créé Cambon. C'est aux opposés en fait, c'est aux extrêmes. et peu de gens pourraient croire que j'hésitais entre ces deux choses aujourd'hui, mais pourtant j'avais ces deux plans sur la table et heureusement après grâce à de bons conseils, à une bonne réflexion, et c'est important de prendre conseil. Et moi avant de créer, j'ai eu quelques parrains. Parmi lesquels Philippe Dorion, un avocat qui est comme un peu mon grand frère dans cette profession, qui m'a fourni les bons conseils et le recul avec quelques années d'expérience de plus que moi pour m'inciter à y aller. Et ça a été vraiment un choix hyper décisif. Alors justement, le conseil que vous donneriez au jeune David Salabi qui étudiait à Dauphine dans les années 90? Travailler beaucoup. Être ambitieux, extrêmement important. Quand on est ambitieux, on peut se surprendre à ce que on dépasse son ambition. Mais encore faut-il au départ créer un mouvement, voilà, créer un mouvement fort, avoir une ambition forte. Moi, je suis très au-delà de mes ambitions. Je suis au-delà de tous mes rêves. Je pensais jamais arriver à ce niveau-là, mais à minima, j'avais envie d'y arriver. J'ai envie d'arriver et d'arriver loin. Ou, je ne sais pas, mais un mouvement fort, voilà, de sortir de la masse, de sortir du standard, de laisser une trace. Et après, ce mouvement-là, cette énergie-là, elle permet à d'autres énergies de se créer et à aller bien au-delà de ses espérances. C'est ce qui m'est arrivé. Ne pas avoir peur, évidemment. Voilà, ne pas avoir peur, y aller. De temps en temps se faire mal. Voilà, c'est pas être maso. C'est à certains moments, pour passer des paliers, ça peut être dur. Ça peut être dur, faut l'affronter. Faut le passer. Ça peut faire un peu mal, mais faut l'accepter. C'est difficile de passer des paliers si à un moment donné on mobilise pas tous ses efforts. Merci David Salabi pour votre temps. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et rendez-vous pour le prochain épisode. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube pour retrouver tous les épisodes du Career Insight ainsi que nos webinaires, à suivre nos pages LinkedIn et Instagram pour être au courant de l'actualité financière et du conseil, et à vous abonner à notre plateforme Training You si vous êtes en recherche de stage ou de CDI pour booster votre préparation.